Donc, Monsieur Sonry-Cotet, vous avez 30 à 40 minutes pour nous exposer vos travaux. Ensuite, le jury posera un certain nombre de questions, puis délibérera pour savoir si concerne ou pas le titre. Merci. Merci à tous. C'est un moment un petit peu émouvant, surprenant pour moi. Je n'ai jamais fait de communication devant mes amis et ma famille. Encore un immense honneur. Je suis un petit peu ému. Vous savez que je ne suis pas très fort pour exprimer mes sentiments. Je vais quand même dire un petit mot pour tous ceux qui sont importants, qui ont été forcément, qui ont une part dans ma thèse. D'abord, c'est mon équipe Assanti. Sans vous, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Vous réglez mon quotidien de manière tellement extraordinaire que j'ai pu me libérer pour faire autre chose. Donc merci de votre professionnalisme, merci de votre gentillesse, merci de votre patience, parce qu'il en faut avec moi. Pour celles qui ont été particulièrement impliquées dans cette thèse, un immense merci, parce que ça a été, sur le plan administratif, quelque chose de très compliqué. Merci beaucoup. Merci à mes collègues Assanti. Nous avons la chance, par nos aînés, d'avoir une culture scientifique extrêmement importante. Directrice scientifique vous le dira, on a battu un record cette année puisqu'on a plus de 80 publications PubMed qui viennent de Santi cette année en 2022, ce qui est exceptionnel. Ce qui m'a donné, moi, ce courage pour faire cette thèse. J'ai un merci très particulier à mon grand frère qui s'appelle Éric Noël. Quand j'étais externe, je jouais au foot avec lui et c'est lui qui a fait à peu près tout mon parcours. Il m'a dit à chaque fois où il fallait aller, c'est pour ça que je suis ici. Malheureusement, il nous quitte la semaine prochaine parce qu'il prend sa retraite. Éric, tu vas beaucoup me manquer. Merci à mes amis lyonnais, de la montagne. Vous m'apportez beaucoup, vous me permettez de rester dans la vie réelle. J'aime beaucoup nos rires, nos sourires, vos moqueries. Merci d'être ici, je suis très honoré. Merci bien évidemment à ma grande famille, mes parents m'écoutent, pour leur humanité exceptionnelle. J'ai une famille exceptionnelle de richesse. Merci à ma famille, à moi, à mes enfants, Victor, Juliette, ma femme. Tu sais, Juliette, que ta mère et moi, nous n'étions pas destinés pour être ici aujourd'hui. Nous avons travaillé pour l'obtenir. Nous sommes très très fiers que vous ayez choisi la même voie que nous. Nous sommes très honorés que vous choisissiez la médecine, qui est une véritable passion pour moi. Pour toi, Mado, tu sais que j'aime beaucoup ce proverbe africain. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Avec toi, on est allé très 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 loin. Je vous aime. J'espère que vous êtes tous bien assis parce que nous allons faire un voyage assez surprenant de plus de 25 ans qui va nous faire passer du genou au cerveau et vice-versa, avec bien évidemment au centre de nos discussions les patients victimes d'une entorse du genou. Alors l'histoire commence en 1999, je suis interne à Paris et grâce à Éric Noël entre autres, je fais un stage avec Pierre Chambat, qui à l'époque est une star du genou, fait de la chirurgie sportive et prothétique, et qui, je me rappelle, tous les jours, était obsédé par le flessum. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un flessum, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques, ils appellent ça un extension déficit. C'est-à-dire quand quelqu'un a une entorse du genou, pour des raisons qu'on n'arrive pas à expliquer, il n'arrive pas à étendre. On voit tous ces patients qui ont des béquilles parce qu'ils n'arrivent pas à étendre le genou, et donc on a un mécanisme réflexe a priori, qui fait qu'on fléchit le genou, et Pierre Chambat insistait beaucoup, tout le temps. Puis ensuite, je suis parti à Paris. J'ai poursuivi mon internat, mon clinica avec Gérard Saillant. Ce n'était absolument pas le sujet, le flessum. J'ai appris beaucoup avec lui, notamment à la gestion des sportifs de haut niveau. Mais le flessum, c'était un sujet qui n'existait plus. Je passais à autre chose. Puis en 2003, j'ai eu une chance exceptionnelle. J'ai pu m'installer dans le groupe Santi avec Pierre Chambat et Gilles Vache. Et c'est très important parce que je me rappelle encore, j'étais allé voir Pierre Chambat. Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous me conseillez, monsieur ? Est-ce que vous pensez que je dois faire comme vous, la chirurgie du genou, c'est-à-dire sportive et ligamentaire et prothétique ?» Pierre Chambat m'a dit « Écoute, si tu veux exister, si tu veux devenir un expert, il faut que tu fasses que de la chirurgie ligamentaire et sportive. » Et je me rappelle encore, je lui avais dit à l'époque « Mais monsieur Chambat, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir vivre correctement en ne faisant que de la chirurgie sportive ?» Et je me rappelle de cette réponse magique que j'utilise encore maintenant beaucoup avec mes fellows. Je t'ai donné la solution. Maintenant, c'est ton problème. Donc, je suis allé voir Gilles Valch, qui était le deuxième mentor, et je lui dis, Gilles, Pierre me conseille de faire que de la chirurgie sportive et ligamentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Et Gilles m'a dit, c'est sûr que tu vas devenir un expert,
Mais d'être un expert n'est pas suffisant. Parce que la particularité de l'expert, c'est de ne rien changer puisqu'il est un expert. Donc je lui ai dit, je ne comprends pas bien. Il m'a dit, écoute, si tu veux évaluer tes travaux, évaluer ce que tu fais à tes patients, il faut faire des publications avec des séries cliniques parce que c'est le seul moyen d'être objectif. Je me rappelle, je lui ai dit, Gilles, je ne sais pas publier. Il m'a dit, c'est ton problème, je t'ai donné la solution. Et donc, je me suis installé ensuite en 2003 avec Pierre Chamba. Quand on s'installe, les gens ne perçoivent pas, mais le stress absolu du chirurgien, c'est le geste technique, le geste chirurgical. On le reproduit beaucoup pour être à l'aise, mais on est complètement obsédé par ça. Est-ce que j'opère bien? Est-ce que j'opère correctement? Est-ce que ma technique est bonne? Et donc, on est complètement focalisé par ce geste technique et rien d'autre. Il n'y a que ça en permanence, et c'est pour ça que plus on a un volume important, plus on est à l'aise sur ce geste technique. Finalement, je dirais quasiment 2003 à 2019, j'ai pensé à rien d'autre que d'opérer, que d'avoir un geste technique précis, de faire en sorte que les patients aillent bien. Et puis en 2019, comme j'étais un peu plus à l'aise sur le plan technique, mon esprit s'est un peu évadé et je me suis dit, il faut que je me rappelle de cette phrase de Gilles Vache et il faut peut-être que je m'intéresse à la science. Donc j'ai commencé à, je dirais, libérer mon esprit de ce geste technique pour penser à autre chose, pour penser à analyser peut-être ce qui se passait en consultation et non pas être obsédé par le bloc opératoire. Et donc je me suis rappelé ce FLESSOM de Pierre Chamba de 1999 et je me suis dit, mais c'est vrai que Pierre Chamba insistait beaucoup sur ce FLESSOM, mais c'est vrai que moi qui ne fais que la chirurgie sportive, j'ai un taux de FLESSOM qui est très important. C'est-à-dire que les patients sont victimes d'une entorse du genou, ils viennent dans mon cabinet, ils ont ce FLESSOM, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'avais remarqué aussi quelque chose de très simple. Ces mêmes patients qui n'arrivaient pas à éteindre le genou, lorsqu'on les mettait sous anesthésie générale au moment du bloc opératoire, ils retrouvaient l'extension. Donc on nous donne des clés quand on est jeune en disant il y a peut-être des blocages, un morceau de ménisque, quelque chose, mais je me suis bien aperçu que c'était faux, puisque sous anesthésie générale, quelle que soit la cause du FLESSOM préopératoire, les gens retrouvaient l'extension. Je me suis donc dit, il manque une pièce dans l'explication, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et il faut que je creuse pour essayer de trouver. Alors comme toujours, la vie est faite que de rencontres, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que Pierre Chamba, depuis toujours, travaillait avec le Centre de rééducation d'Hauteville, qui est un centre public qui existe toujours dans l'Ain, avec deux personnages extraordinaires, Bénédicte Kellard, médecin rééducateur, et Olivier Rachet, kiné, assez génial. Tous les deux m'ont dit, on a eu le temps de penser parce qu'on était dans le public. Comme on a été dans le public, on n'était pas harcelé par l'activité. Et donc, on a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Et ils m'ont donné le début de la clé de ce problème en me disant, Bertrand, tous les gens que tu vois en consultation qui n'ont pas cette extension, commence par les mettre sur le ventre. On ne m'avait jamais appris ça. Et je me suis dit, mais pourquoi me parle-t-il de mettre sur le ventre? Et là, vous voyez, on a ce patient qui est extraordinaire parce que c'est un patient qui est très musclé. Et en fait, en mettant les gens sur le ventre, vous voyez, son talon, il est décollé. Et en fait, il a une contracture des ischio-jambiers réflexe. Donc, j'avais un début d'explication. Le défaut d'extension est lié à une contracture réflexe des ischio-jambiers dans la grande majorité des cas. C'est-à-dire que les muscles derrière vont tirer très fort. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à étendre. Sauf que ça ne me donnait pas encore l'explication complète. Alors, c'est 2010, 2012, 2013, je commence à avoir des fellows du monde entier, des anglo-saxons. Et là, vous me connaissez, je deviens obsédé. Je leur tape sur la tête en leur disant « il faut que vous me trouviez le mot-clé pour comprendre, parce que forcément, ça a été publié avant. Et on n'est pas les premiers à imaginer ça. Il faut trouver le mot-clé. Mot-clé, c'est-à-dire qu'on va sur PubMed. PubMed, c'est la bibliothèque internationale. On tape des mots-clés et qui nous donnent les articles qui sont rapportés sur ce sujet. On a essayé pendant 3 ans, à peu près tout, ni extension déficit, FLESSOM, dans tous les sens, impossible de trouver. Et je me rappelle, je tapais en disant, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve, forcément, quelqu'un a réfléchi dessus. Et puis ensuite, c'est vers 2016, 2016, je crois, Mathieu Tona et un de mes fellows portugais, on a fait un article sur les contractures des ischio-jambiers après croisés, qui est un petit peu un sujet inverse. Et regardez, on trouve une phrase incroyable. Je vais vous la lire en anglais. Rice and al. Have done extensive research on this topic and call it arthrogenic muscle inhibition. Even 20 cc of effusion can cause quadriceps inhibition. C'est-à-dire que ce monsieur Rice a expliqué que lorsqu'on injecte 20 cc dans un genou, les gens ont un défaut d'extension avec une inhibition du quadriceps. Et là, c'est extraordinaire. C'est là où la science est fabuleuse. C'est-à-dire qu'on tape Rice 2010, eh bien, Rice a expliqué ce mécanisme et a donné le mot-clé
arthrogenic muscle inhibition. Je vais vous expliquer après, c'est un petit peu compliqué. En fait, il y a 3 étages, mais c'est parfaitement décrit dès 2010. Alors après, on s'amuse à faire la revue de la littérature, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le premier probablement qui a parlé de ce mécanisme réflexe, c'est Galien. Galien, c'est 129-216 après Jésus-Christ. Galien disait « Les séquelles des gladiateurs ne peuvent pas être expliquées uniquement par les lésions périphériques qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui explique leur déficit que cette blessure eux-mêmes. » Galien. Ensuite, c'est les Français, fin 19e, Vallat et Raymond, qui ont parlé de mécanisme réflexe. On commence à avoir une petite hypothèse. Et puis finalement, c'est Sherrington, qui a reçu le prix Nobel de la médecine, qui, dans les années 1900-1920, parle de centrale inhibition. C'est-à-dire que ça y est, on commence à avoir un mécanisme d'explication sur ce réflexe. Alors, je me suis intéressé à ça, parce que lorsque je parle de sujet, on me dit « bon, elle est complètement fou ». Et en fait, est-ce que ça existe dans d'autres articulations? Je suis focalisé sur le genou. Regardez, j'ai trouvé des articles assez incroyables, 1925-1954. L'arthrogenic muscle inhibition a déjà été décrit pour la hanche, pour le coude, pour l'épaule, pour la cheville et même pour le rachis lombaire. C'est-à-dire que ce mécanisme réflexe, si on s'intéresse à lui, probablement qu'il atteint l'ensemble des articulations de l'humain. Alors, ensuite, on est passé à la pratique, c'est-à-dire qu'on a eu une explication théorique et puis on s'est dit, très bien, on sait à peu près d'où ça vient, mais est-ce qu'il faut qu'on trouve une solution pour traiter ce flessum? Alors là, c'est un cas que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. C'est un patient qui est footballeur professionnel qui non seulement a cassé son croisé, mais il a un bout de ménisque coincé. Si on demande à 99% des orthopédistes en 2022 pourquoi ce joueur a un défaut d'extension, il va vous dire parce qu'il a un bout de ménisque coincé dans le genou. Et suite aux explications que nous ont données les gens de Hauteville, et suite à cette explication dans la littérature du mécanisme, on a proposé, on a publié dès 2008 une technique très simple pour pouvoir relâcher ce défaut d'extension. Alors, je vous l'ai dit, on reconnaît très bien au caleçon que c'est un footballeur professionnel. Donc, ce patient, vous voyez, il a un défaut d'extension. Et lorsqu'on lui demande de contracter son quadriceps, on a l'impression qu'il contracte comme il faut. En fait, lorsqu'on touche ce vaste médial, il est complètement mou. Vous allez voir, regardez la comparaison par rapport au genou sain. Il est footballeur, donc il a un énorme quadriceps. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fausse contraction. Il contracte son rectus, c'est un autre muscle de la cuisse. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout le même muscle qui est contracté. Et donc, on a un défaut d'extension. Donc, comme nous l'ont appris les gens de Hauteville, on le met sur le ventre. Vous voyez, ces ischios à gauche sont complètement relâchés. À droite, ils sont durs comme du bois. Et ça explique pourquoi ce patient n'arrive pas à étendre. Alors, la technique qu'ils ont appris à Hauteville, c'est de fatiguer les ischio-jambiers. C'est-à-dire qu'on fait des contractions relâchées. Finalement, ça fatigue le muscle. Et assez rapidement, le muscle va céder. On va retrouver une extension malgré ce bout de ménisque qui est coincé. C'est-à-dire que c'est bien le mécanisme réflexe qui donne ce défaut d'extension, et ce n'est pas un obstacle mécanique. Vous voyez, les ischios sont complètement relâchés, le patient a une extension complète. Et alors, l'élément très important que nous n'avons pas forcément initié au départ à Hauteville, c'est que si on ne réveille pas le quadriceps, le patient va se remettre dans ce schéma de marche. Et donc, là, c'est pareil, on fait des petites techniques assez simples en consultation qui nous permettent de retrouver un vaste médial efficace. Vaste médial efficace, c'est qu'il faut que, quand le patient contracte, ça rotule, ça tensionne. C'est assez rapide, assez simple. Parfois, c'est compliqué. Vous allez voir, on va revenir dessus. Mais c'était une première approche de ce mécanisme. Et vous voyez, après, je dirais 10 minutes d'exercice sur ce patient qui était en flessum, eh bien, regardez, en 10 minutes, malgré son ménisque coincé dans le genou, j'insiste, eh bien, le patient retrouve une extension complète avec une bonne contraction, c'est-à-dire qu'on a pu lever rapidement ce mécanisme réflexe de manière assez simple. Voilà, il a une contraction symétrique. Et donc, en fait, l'ensemble de la compréhension de ce mécanisme, c'est de comprendre, je vous l'expliquerai après, que nous sommes des bipèdes. Un bipède, pour marcher, il faut qu'il ait un quadriceps efficace. Et ce n'est pas seulement le quadriceps qui est efficace, c'est son vaste médial oblique. Pourquoi celui, je ne sais pas. Probablement que c'est le plus puissant au niveau de la chaîne quadricipitale, qui contient 4 muscles. Mais c'est ce vaste médial qui est très important. Si ce vaste médial ne marche pas, on a ce mécanisme de protection, ce mécanisme réflexe. Alors, comme toujours, on a mis les premiers pas dans cette science, dans la recherche. Donc, on a publié un deuxième papier qui a été publié dans le British Medical Journal en 2019, où on a fait une scoping review, c'est-à-dire qu'on a regardé dans la littérature s'il y avait des thérapeutiques proposées pour ce mécanisme réflexe. En fait, c'était très pauvre. On avait quelques techniques
de kiné, la cryothérapie, du froid, des choses, mais rien de très efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la littérature qui nous disait, eh bien, ce mécanisme, on arrive à le traiter par ce traitement spécifique. Ce qu'on a pu comprendre quand même rapidement, c'est que l'origine de ce mécanisme était centrale. C'est-à-dire que c'est bien un mécanisme réflexe qui vient du cerveau. Ça, on le sait depuis un moment. Il y a eu un très beau papier publié dans American Journal en 2009 qui montre une modification de la neuroplasticité fonctionnelle au niveau du cerveau après lésion du LCA. C'est-à-dire qu'une conséquence d'une lésion périphérique va entraîner une modification de la neuroplasticité fonctionnelle. Et plus précisément, on sait déjà, mais par des examens qui ne sont pas de l'IRM fonctionnel que je vais utiliser après, que l'AMI, l'arthrogenic muscle inhibition, c'est un processus neuronal réflexe central. Donc on comprend qu'il y a un mécanisme central qui va déclencher ce processus. L'idée, c'est d'en faire ensuite, c'était quelque chose qui, pas m'obsédait, mais qui me plaisait beaucoup, et je me suis dit, il faut que j'essaye de pousser le raisonnement possible, et si je peux faire en une thèse, ça sera quelque chose d'incroyable. Et alors, coup de bol incroyable, je reçois en 2018 un jeune professeur que j'ai rencontré par hasard dans un congrès. C'est très facile dans les congrès internationaux, vous reconnaissez le français par l'accent anglais catastrophique. Donc je vois ce grand costaud, je me présente, on discute, et alors, surprise, il est plus difficile à comprendre en français qu'en anglais parce qu'il vient de l'Aveyron. Finalement, il est bienveillant, il passe une semaine avec moi et il me dit « Écoute, ce que tu fais en chirurgie, c'est très bien, mais il n'y a rien de très important, de manière gentille. » Mais il me dit « Tu es bienveillant, tu es sympa, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ?» Je lui dis « Moi, je veux faire une thèse de science sur l'AMI. » Il me dit « L'AMI, je suis bluffé parce que je ne connaissais pas, c'est quelque chose de très important, mais est-ce que tu es sûr parce que c'est un truc de fou ?» Et on est parti un tandem complètement hallucinant d'un vieux chirurgien libéral de 54 ans avec un jeune professeur de moins de 40 ans qui est mon directeur. Donc on a inversé les rôles et puis on est parti sur ce travail en 2018. Donc maintenant ça a été long. Et puis vous allez comprendre en fait la partie fondamentale de cette thèse. Alors pourquoi parler de l'AMI ? Est-ce que c'est une lubie de Sonnery Cottet et des gens de Santi qui n'existent pas ? Est-ce que c'est une obsession? Ça arrive en chirurgie, tout est possible. Simplement, ce qui est important à noter, c'est que pour l'instant, j'ai décrit ce mécanisme qu'après blessure. Mais en fait, on s'aperçoit que ce mécanisme, il est systématique ou presque, et qu'on le voit après l'entorse, mais aussi après la chirurgie. C'est-à-dire que ça concerne beaucoup de nos patients. Alors, vous allez me dire, OK, l'AMI, c'est très bien ce mécanisme réflexe, mais qu'est-ce qu'il en est? Ça, c'est décrit, on le sait déjà, que ce mécanisme et ce défaut d'extension va entraîner des conséquences majeures. C'est-à-dire qu'on va avoir des anomalies de la marche de la proprioception, des atrophies, des faiblesses chroniques du quadriceps qui durent pendant des années, et surtout, on a un certain nombre maintenant, on sait très bien, de complications de type raideur, c'est-à-dire beaucoup de raideurs post-opératoires qu'on ne comprenait pas auparavant. J'ai fait mon croisé comme d'habitude, ça a duré une demi-heure, c'était superbe. Pourquoi le patient ne va pas bien? Alors souvent, on dit que c'est de la faute du patient, mais ce n'est pas suffisant. Et on sait aussi, surtout à long terme, que ce défaut d'extension va entraîner des arthroses précoces. Alors avec Étienne, on s'est dit, il faut qu'on fasse un plan de bataille, parce que si on ne répond pas aux questions importantes, cette thèse de science n'a aucune valeur. Alors on s'est dit, déjà c'est un sujet compliqué, mais la base en médecine, c'est qu'on utilise tous la même classification. C'est-à-dire que l'AMI, je vais vous le montrer, il y a différents tableaux cliniques, c'est pour ça que c'est un peu difficile, mais si on n'a pas une classification commune qui pourrait être utilisée par les kinés, les médecins, les chirurgiens, on ne sait pas de quoi on va parler. Donc on s'est dit, premier objectif, faire une classification de cette AMI. Deuxième objectif, c'est ce que je vous l'ai dit, est-ce que c'est une lubie de Sonnery Cottet? Est-ce qu'il est délirant? Eh bien, on va faire une étude simple, on va faire une étude prospective pour savoir l'incidence de cette AMI spécifiquement après rupture du LCA. Là, on conduit une deuxième étude pour l'analyser après la chirurgie. Troisième chose, existe-t-il, autre que la littérature, des thérapeutiques proposées pour ces inhibitions motrices? Ça, c'est un travail qu'on a fait avec François Gabriel. Et enfin, dernière partie, la partie fondamentale, c'est la recherche, c'est-à-dire, c'est le projet conduit avec le service de neuroimagerie de Toulouse, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une altération d'origine centrale? Alors, pour faire une thèse de science, c'est incroyable. Ça demande une implication, vous voyez, le nombre de labos qui a été mis en place. Haute-Santi, il y a eu l'INSERM, il y a eu ce centre de neuroimagerie, l'Université de Toulouse, bien sûr, le laboratoire dont dépend Étienne.
le groupe Ramsay qui m'a aidé pour la finance. Et tout ça, c'est un process qui est extrêmement long. Déjà, il faut obtenir un CPP. CPP, c'est un comité de protection des personnes, parce que vous imaginez bien que vous ne faites pas une IRM cérébrale chez quelqu'un qui s'est cassé le genou. Donc il y a tout un processus législatif, administratif, qui a pris à peu près 6 mois. Et on a obtenu, avec joie, avec Étienne, le CPP en mai 2019, qui nous a permis de commencer l'étude clinique chez les patients. Notre idée, c'était d'étudier 2 groupes de patients victimes d'une rupture récente du LCA. Ceux qui arrivent à contracter normalement et ceux qui sont en inhibition motrice. Ces 2 groupes, on leur fait une IRM fonctionnelle pour essayer de voir si on peut dépister quelque chose. C'est la partie fondamentale de ma thèse. Alors, comme toujours, quand on fait un travail scientifique, il faut définir les objectifs et émettre une hypothèse. On ne fait pas une publication scientifique sans déposer ces 2 critères. Là, les objectifs étaient très clairs. Premier objectif, il fallait effectuer une mise au point sur l'AMI qui, malgré les conséquences que je vous ai décrites, est complètement inconnue par les kinés, par les médecins du sport et encore plus par les orthopédistes. Deuxième chose, c'était de déterminer pourquoi il y avait une très grande variabilité dans les patients qu'on voyait. C'est-à-dire qu'il y a, sur une journée de 10 entorses du genou, vous allez en voir 5 en inhibition, 5 qui ne le sont pas. Essayez de savoir pourquoi il y a une variabilité dans ces patients. Notre hypothèse, avec ce qui était déjà décrit dans la littérature, c'est qu'il existait a priori une modification de l'activation des aires cérébrales qui était présent dans ces populations avec l'inhibition motrice. Alors, on a fait cette classification qu'on a publiée dans VJSM. C'est un journal qui est très intéressant parce qu'on peut publier des vidéos. Et alors, on a déterminé une classification qui nous paraissait assez simple pour tout le monde, en 3 grades. Grade 1, c'est l'inhibition simple du vas médial. Grade 2, c'est l'inhibition du vas médial associée à cette contracture réflexe des ischio-jambiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand ce mécanisme se pérennise, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois, il se passe un processus assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une rétraction de la capsule postérieure et les gens sont définitivement en défaut d'extension. Et la seule solution, c'est de faire des chirurgies qui sont extrêmement extensives, c'est-à-dire qu'il faut aller couper tout ce qui se passe en arrière, proche des vaisseaux, ainsi de suite, parce que le mécanisme est figé et il est plus réductible. Dans cette classification, on a déterminé 2 grades. Un grade A, qui est la réduction possible pendant la consultation, c'est le petit exercice que je vous ai montré. Grade B, irréductible, qui demande une prise en charge spécifique par des kinés qui est souvent longue. Alors, un exemple tout simple, vous avez ici, regardez à gauche, une magnifique contraction du quadriceps avec une patiente qui élève son talon de la table, c'est-à-dire que son quadriceps marche tout à fait normalement. Regardez le mécanisme incroyable. À droite, elle vient d'avoir une entorse, elle relève le pied, elle relève un peu, mais elle a une sidération complète. C'est-à-dire que cette patiente est en inhibition motrice. Je peux vous assurer que si vous l'opérez, derrière, c'est une catastrophe. Ça s'appelle un AMI grade 1. Si vous arrivez à le réduire facilement en consultation, c'est 1A. Si vous n'y arrivez pas et qu'elle va passer des semaines chez le kiné, ça sera un grade 1B. Deuxième patiente, elle, c'est grade 2. Regardez, non seulement elle a un quadriceps qui ne marche pas, mais regardez, elle a un flessum, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire qu'elle n'étend pas sa jambe ne marche pas. Et donc cette patiente, c'est un grade 2. Grade 2, c'est ce que nous avons expliqué les gens de Hauteville. Ben regardez, si on la met sur le ventre, effectivement, elle a une contracture réflexe de ses ischio-jambiers qui est majeure et qui va entraîner ce défaut d'extension. Regardez, c'est encore plus vrai chez ce footballeur, regardez, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme réflexe central qui va entraîner cette contracture et qui va empêcher l'extension. En fait, ce qu'il faut comprendre sur ces AMI grade 3, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on est des bipèdes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour marcher, il faut avoir un quadriceps qui est efficace. Et si le quadriceps est inefficace puisqu'on est en inhibition motrice, eh bien il y a un système de compensation au niveau du cerveau qui va faire en sorte que vous pouvez marcher si vous avez par contre les chaînes postérieures qui sont contractées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le quadriceps qui marche, les patients restent debout parce qu'ils contractent les ischio-jambiers et les mollets. Je vais vous montrer un magnifique exemple. Et avec ces chaînes postérieures, ils arrivent à rester debout. Voilà un exemple majeur, c'est un footballeur professionnel. Il a eu un croisé avec 2 arthrolyses, mais il n'a pas été rééduqué comme il faut. Regardez, il est figé dans son flessum, il n'arrive pas à étendre, c'est chronique, on ne peut rien faire. Et donc la seule solution de ces grades 3,
Donc vous allez voir, on voit très bien dans les escaliers qu'ils n'ont pas de quadriceps, c'est ça qu'ils n'arrivent pas du tout, regardez, ils ne passent pas parce que le quadriceps ne marche pas. Par contre, il marche parce qu'il a ses chaînes postérieures qui sont contractées. Et alors, je vais vous faire peur, voilà la chirurgie, ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller couper tout ce qui se passe derrière, à proximité des vaisseaux. C'est des chirurgies tout à fait catastrophiques, on a très peur de le faire, mais c'est la seule solution. Alors ensuite, le deuxième plan de notre travail avec Étienne, c'était de se dire, quelle est l'incidence de ce mécanisme? C'est ce que je vous dis. Est-ce que c'est une lobby de Santi? Est-ce qu'ils sont devenus fous? Donc, on a fait, grâce à notre volume avec Benjamin, Mathieu et Jean-Marie, entre octobre 2021 et février 2022, on a regardé 300 patients consécutivement victimes d'une rupture du LCA qu'on a vu en consultation dans les 6 premières semaines après leur rupture du croisé. Là, c'est très simple. On me demande, mais comment vous pouvez évaluer? On a utilisé notre classification. C'est une classification clinique. On n'a pas besoin d'examen, on n'a pas besoin d'IRM. C'est juste clinique, c'est-à-dire on regarde ces patients dans quel stade ils sont. Et alors, regardez, c'est extraordinaire. 56% des patients qui sont victimes d'une rupture du LCA dans les 6 premières semaines ont une inhibition motrice. 56%, plus de 1 sur 2. Et de manière assez remarquable, on avait à peu près 50% de grade A, 50% de grade B. C'est-à-dire qu'on a autant dans chaque grade. Bien évidemment, ces patients sur les scores fonctionnels sont significativement moins bons. C'est-à-dire que ces gens partent déjà moins bien au niveau d'une éventuelle chirurgie. Et donc, vous comprenez bien que c'est une altération majeure. Alors, on a poursuivi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, plus 50% sont en inhibition motrice, mais finalement, avec ces petits exercices qu'on arrive à faire, combien arrive-t-on à en réduire? Eh bien, là encore, surprise, 80% des patients, avec les petites techniques que je vous ai montrées, on arrive à réduire leur inhibition motrice. C'est-à-dire qu'en fait, il reste 20% de ces 60% qui sont encore en inhibition, ce qui fait quand même au total, sur une population de 100 croisés rompus, 10 à 12% des patients qui risquent de nous faire des complications, et c'est quasiment ce qui existe dans la littérature. Troisième chose, on s'est dit quels sont les facteurs de risque de déclenchement. Alors là, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. Mais ce qu'on a pu voir, et ça, je trouve ça extraordinaire, c'est que les patients qui ont déjà été opérés du croisé ont 40 fois moins de risque d'avoir une inhibition motrice. C'est-à-dire que pour moi, le schéma de compensation de cette mécanisme d'inhibition est déjà mis en place. Et donc, ils ont vachement moins de risque d'être en inhibition. C'est une découverte assez incroyable. Ensuite, on a évalué ce qui se faisait. Il y a un traitement qui est proposé actuellement par Allianz. C'est une boîte avec des objectifs financiers, donc il faut toujours être pondéré. Mais c'est très diffusé chez les kinés et chez les ostéopathes, avec comme processus en disant ça aide à lever cette inhibition motrice. C'est le travail qu'on a fait avec François. Allianz, c'est 4 étapes. Ça se fait en une seule session. C'est une part d'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on va demander au patient d'imaginer qu'il contracte en fait son genou altéré en comparant par rapport au genou sain. En gros, on avait des critères d'inclusion assez simples. On n'a pris que des patients qui étaient en AMI et qui avaient un déficit à l'électromyogramme de 30%. C'est-à-dire qu'on a fait un enregistrement de l'ensemble de ces 2 patients comparatif des 2 côtés, de façon à être sûr que ce n'était pas des critères complètement subjectifs. Sur le plan de l'évaluation, on a fait donc une valeur de l'EMG avant la séance, après la séance. On a coté le déficit d'extension et on a utilisé un score assez simple qui a été décrit par Étienne Cavagnac. C'est le SKV, où on demande simplement aux patients à combien de pourcentage vous évaluez votre genou par rapport au genou contralatéral. Alors entre mai 2021 et février 2022, on a inclus 30 patients, 43% d'hommes. Le délai, c'était 1,6 mois après l'entorse et c'était 11 mois après la chirurgie. C'est-à-dire que c'est des patients qui étaient en déficit depuis près d'1 an après leur chirurgie du croisé antérieur. On avait surtout des AMI grade 2, c'est-à-dire ces patients en flessum. Alors, de manière très intéressante, avec une seule séance d'Allianz, on a pu avoir une amélioration de la contraction du vas médial dans 45% des cas, par rapport à 3% par rapport au genou sain. Donc on pense, maintenant on peut dire que Allianz est efficace sur la réactivation du vas médial. La deuxième chose, c'est qu'on a pu montrer que la contraction de ce VMO est efficace, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration significative de l'extension, c'est-à-dire que non seulement le muscle marche, mais il étend la jambe, donc c'est efficace.
La troisième chose, c'est que bien évidemment, on a eu une amélioration immédiate des scores fonctionnels. Là encore, c'est une boîte commerciale, donc il faut être pondéré, surtout qu'on ne sait pas les résultats à long terme, mais sur une session d'Aliane avec une indication bien posée, on peut dire que dans 45% des cas, ils ont une amélioration de la contraction et de la qualité du vaste médial. Alors ensuite vient ce projet, ça va être compliqué, ce projet CAMIC sur les IRM fonctionnels cérébrales. On va aller très vite. Il faut comprendre que l'organisation du système moteur volontaire est extrêmement compliquée, qu'il implique de nombreuses régions du cerveau, avec 4 étages. La planification, c'est le cortex prémoteur. La programmation, c'est le cervelet. L'exécution, c'est le cortex moteur. Et enfin, le contrôle, c'est le cervelet intermédiaire. Je passe sur les voies motrices volontaires. C'est des voies croisées à 2 neurones. C'est extrêmement compliqué, mais c'est assez schématique et c'est assez clair. Ce qu'il faut comprendre et qui a été décrit sur la physiopathologie de cette arthrogenic muscle inhibition, c'est qu'il y a 3 étages. Un étage local facteur, c'est-à-dire que c'est l'articulation. Deuxième chose, il va y avoir un mécanisme qui va atteindre et altérer le réflexe spinal, donc c'est la moelle épinière, et une atteinte supraspinale, c'est le cortex cérébral. Alors on a publié cet article en 2020 dans l'American Journal. Le schéma a été fait par Yvon Gauthier, qui est ici, et qui schématise un petit peu. Donc on part de droite, le patient se fait une entorse du LCA. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui déclenche ce mécanisme. Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est l'hémarthrose? Est-ce que c'est les lésions des tissus? On ne sait pas. Mais ce qui se passe, il y a 2 mécanismes. Il y a une voie afférente, ça va dans le cerveau. Première atteinte, parce que c'est notre grade 1, il y a une atteinte du cortex frontal, avec le tétaneurone frontal, qui va entraîner une inhibition du quadriceps. Atteinte corticale frontale, inhibition du quadriceps. Dans 50% des cas, c'est ce qu'on a vu dans notre cohorte. Il s'associe à un mécanisme spinal qui, lui, va entraîner la contraction réflexe des ischio-jambiers. C'est-à-dire qu'on a 2 voies qui vont s'activer. Alors, pour essayer d'étudier ça, on s'est dit on va faire les IRM fonctionnels. Moi, j'étais très fier. Et puis, je suis allé voir le responsable de l'imagerie, Patrick Perran, qui est extraordinaire. Il m'a expliqué un petit peu, mais c'est un monde extraordinaire. L'IRM, c'est quoi l'intérêt? L'IRM fonctionnel, c'est que ça permet de localiser les activations et d'étudier les connexions. C'est-à-dire que vous avez vu l'organisation du système moteur. Il y a plein de différentes localisations au niveau anatomique qui vont interférer les unes aux autres. Donc on parle ça à la connectivité fonctionnelle. Et lorsqu'on étudie les cohérences des activations, dans le temps, entre 2 aires, elles doivent travailler ensemble, s'activer, se désactiver. Ça, on peut le comparer. Deuxième chose, j'ai appris un truc extraordinaire. L'IRM fonctionnel cérébral, elle se réalise soit en resting test, soit sur la réalisation d'une tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, dans la salle, si je vous demande tous d'imaginer que vous pliez votre jambe, vous imaginez que vous pliez votre jambe, eh bien, si on vous fait une IRM fonctionnelle, l'ensemble des gens ici vont activer la même zone motrice. C'est extraordinaire. Imaginez, c'est l'imagerie mentale, si vous pensez à une action motrice, on va activer la même zone. Ça, c'est le test related scale. Le resting state, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne rien faire et on essaye de voir quelles zones motrices vont être connectées les unes aux autres. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est ce que me dit le type de neuroimagerie, c'est que ces cons-là, ils s'endorment. Et donc, s'ils s'endorment, eh bien, on ne va pas voir la connectivité entre les zones. Il faut savoir que l'IRM fonctionnel, les gens ne doivent pas bouger. Alors, comment ça marche, l'IRM fonctionnel? L'IRM fonctionnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, en fait, quand on va demander au patient de faire une tâche, imaginez que vous pliez votre jambe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une augmentation du substrat énergétique de 5%. C'est-à-dire qu'il faut que cette zone motrice, elle ait du sucre et de l'oxygène pour être activée, une augmentation de 5%. Et une augmentation de 5% du substrat énergétique pour que la tâche se fasse, c'est une augmentation du flux sanguin de 50%. Et en fait, l'IRM fonctionnel va détecter cet afflux de sang de 50% dans l'aire motrice spécifique et ils arrivent à localiser des zones qui sont en voxel, qui sont des zones millimétriques. Alors, notre étude, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 groupes de patients de sexe masculin âgés entre 20 et 30 ans. Très important, j'ai appris que la plasticité cérébrale, elle évolue toutes les 10 ans. Donc, si vous prenez un patient de 10 ans, à 20 ans, pardon, un patient à 40 ans, sa plasticité cérébrale sera différente.
ça a été très compliqué parce qu'il a fallu aussi inclure les gens qui faisaient la même activité sportive. Le tennisman ne va pas avoir la même plasticité cérébrale que le footballeur ou le rugbyman. Donc ça a été compliqué. Et on a choisi spécifiquement des patients droitiers pour pas qu'il y ait de complications dans les aires motrices. Et enfin, on avait 2 groupes avec ou sans inhibition motrice. Alors entre octobre 2019 et mai 2022, les jeunes docteurs de sport, médecins du sport du service de Étienne ont inclus les patients. Il y a eu 28 patients inclus qui ont été vus dans les 4 premières semaines après leur entorse avec rupture du croisé confirmée à l'IRM. C'était que des hommes, je vous l'ai dit, l'âge moyen de 23 ans avec un délai entre l'accident et l'IRM fonctionnel de 3 semaines, c'est-à-dire que c'était un délai court où on pense que la plasticité cérébrale ne va pas être très modifiée. Vous imaginez que si on fait l'IRM 6 mois après, ce n'est pas du tout la même chose. Donc je vous l'ai expliqué, on a fait 2 séquences. La séquence était la test related, on leur a demandé d'imaginer une flexion du genou, et le resting test, c'est-à-dire l'analyse de la connectivité entre les différentes zones motrices. Et alors, extraordinaire, on est toujours heureux quand on trouve quelque chose en médecine, eh bien, dans la population qui était en inhibition motrice, on a trouvé une différence d'activation sur la séquence où on imaginait un mouvement dans 3 aires, le putamen, l'aire motrice supérieure et l'insula. Dans la population avec une inhibition motrice, il y a une augmentation de l'activation de ces 3 aires. Resting test, connectivité entre les différentes zones motrices. Là encore, on a trouvé un cluster très important, le lobule pariétal supérieur, qui est plus important dans le groupe avec une inhibition motrice. Et la deuxième zone, c'est le pôle frontal gauche. Donc la conclusion de cette étude fondamentale, c'est de dire qu'il existait effectivement une différence significative dans l'activation des régions motrices dans la population en inhibition motrice, c'est celle qui ne l'est pas, avec 3 régions qui présentaient une activation supérieure dans le groupe AMI, le putamen, l'aire motrice supérieure et l'insula, et une modulation de la connectivité fonctionnelle en fonction de la présence d'un AMI ou non a également été observée. Alors, tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai fait une petite analyse sur les patients qu'on opère en aigu. Tous les jours, on voit des patients pour lesquels on nous dit qu'il faut opérer vite. Et on avait déjà remarqué ça avec Mathieu en 2016, parce qu'on était un petit peu surpris. On avait fait une série d'épines tibiales, c'est-à-dire que le patient, au lieu de casser son ligament croisé, il arrache son insertion osseuse, donc il y a un petit fragment osseux qui part avec le ligament. Et là, c'est très sympa, parce que quand on les opère, on remet ce petit bloc osseux, l'os cicatrise en 6 semaines, et le patient récupère. Et on était très surpris, parce qu'on s'est rendu compte dans cette série avec Mathieu, qu'on avait 15% de raideur après. 15% de ces gens à qui on faisait un geste simple étaient en raideur dans les suites. On les opérait en aigu. Deuxième papier extraordinaire, il y a un papier qui vient de sortir en 2018 où la mode actuelle, c'est de faire des réparations du LCA. Et on dit que pour réparer un LCA, il faut les opérer très vite. Série faite par des Suisses, 25% de raideur. Troisième série, une série qui vient d'être publiée par la Croix-Rousse, où ils ont comparé, je vous l'ai montré, les gens qui se cassent le croisé et les gens qui se cassent le croisé et qui se luxent le ménisque. Donc on se luxe le ménisque dans notre tête, il faut l'opérer en urgence, il n'arrive pas à étendre parce qu'il a ce bout de ménisque. Eh bien, dans cette population qu'on opère vite, donc, puisqu'on veut essayer de réduire le ménisque, eh bien, on a encore 10% de raideur. C'est-à-dire que la très grande majorité des patients qu'on opère en aigu, on s'expose à un risque de raideur parce que probablement les patients sont dans ce mécanisme d'inhibition, c'est-à-dire que la zone d'activation motrice allait altérer. Alors, toujours pareil, on est des chirurgiens, donc on aime bien quand même que les choses, il y a une incidence et une attitude ensuite sur la pratique clinique. C'est-à-dire que considérer de savoir que l'insula est plus activée chez les patients en AMI, franchement, on s'en fout un peu. Alors vous allez voir que c'est incroyable parce que ma thèse, si vous voulez, va ouvrir un champ assez incroyable pour la modification des pratiques, mais pour tout le monde. Les kinés, les médecins du sport, mais bien évidemment les chirurgiens. Qu'est-ce qui se passe? Depuis toujours, on préconise chez les kinés 2 choses pour réveiller le quadriceps. L'électrostimulation, c'est-à-dire qu'on met des électrodes sur les muscles, puis en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose, on leur demande, on leur dit, il faut écraser le coussin. Mais vous avez compris que demander à un patient qui a des ischio-jambiers très contractés, si on fait de l'écrase-coussin,
on ne va absolument pas relâcher les ischio-jambiers, donc on appelle ça une co-contraction. Ça, c'est ce qui est enseigné tous les jours en France, dans tous les cas, à tous les kinés. Donc, qu'est-ce que c'est l'alternative? L'alternative, elle est assez incroyable, c'est-à-dire qu'il suffit, sur cet appareil d'électrostimulation, de mettre un biofeedback, c'est-à-dire c'est un contrôle visuel. À ce moment-là, l'activation se fait au niveau du cortex frontal, c'est le cerveau, c'est les yeux qui vont comprendre ce qu'il faut faire. Et simplement de changer cette électrostimulation par ce biofeedback, c'est ça le processus qui va se passer. Le biofeedback, il est beaucoup utilisé en urologie parce que bien évidemment, on ne peut pas contrôler. Simplement demander à vos kinés d'utiliser ce biofeedback. Vous allez voir, ça va changer la levée de cette inhibition motrice. Deuxième chose, ça c'est plus pour les médecins. Et moi, je n'ai pas fait attention pendant très longtemps. On a vu que dans ces différentes classifications d'inhibition, on a un point de départ local, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'articulation. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une hémarthrose. Et le premier papier, je n'avais pas fait attention, vous avez vu qu'on a décrit de Rice en 2010, il dit qu'il suffit d'injecter 20 cc dans un genou pour que le patient se mette en inhibition. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on a découvert ça? Eh bien, regardez, on fait une ponction de l'articulation. Ça, c'est un joueur de foot pro, regardez, il a un très beau vaste médial, il contracte très bien, il vient de casser son croisé, donc il me fout la pression, je veux me faire opérer demain. Donc regardez, inhibition complète, regardez son muscle, il ne marche pas du tout. Il a une inhibition complète de son quadriceps, je le ponctionne, je lui enlève 50 cc de sang. Le même patient, regardez, à la fin de la ponction, regardez son muscle qui se dessine de nouveau. Et regardez en extension. Eh bien là, je lui dis, je peux t'opérer cet après-midi. Ponction articulaire, levée d'inhibition. Troisième chose, c'est qu'il faut que tous les médecins utilisent notre classification. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quels patients sont en inhibition et quel grade ils ont. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est A ou c'est B? Si on l'utilise tous, on aura un langage commun et on pourra traiter mieux nos patients. Donc pour les patients, pour les chirurgiens, c'est ce que je vous dis, nous à Senti, on a complètement changé notre pratique. C'est-à-dire qu'on n'opère plus un patient s'il n'a pas retrouvé cette contraction du vaste médial. Soit on arrive en consultation, soit on n'y arrive pas, à ce moment-là, on les envoie en kiné, avec des kinés qui ont compris notre protocole, et on les revoit la veille. Moi, la veille, je les revois, s'ils contractent, je l'opère, si le vaste médial est inhibé, ils rentrent chez eux. Un cas extraordinaire, c'est une patiente corse qui a été opérée d'une anse de saut, la même histoire que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle avait le genou bloqué. Elle a été opérée rapidement parce qu'il fallait réduire son ménisque et faire son croisé. Elle a eu 2 arthrolyses, c'est-à-dire qu'on lui a fait 2 fois des chirurgies pour essayer de lui faire retrouver son extension. Elle est à 3 ans, elle a fait 1 an de centre. C'est une jeune femme de 40 ans, on lui a dit « Madame, vous resterez comme ça toute votre vie ». Donc regardez un peu la catastrophe, c'est-à-dire qu'elle est complètement bloquée, c'est ce que je veux dire, elle est en schéma postérieur. Là, puisque c'est figé, la particularité, c'est qu'elle a un défaut d'extension, mais elle a une inhibition. Elle n'a pas de contraction des ischio-jambiers. Elle est au stade après. Regardez, quand on touche, ces ischio-jambiers, ils sont complètement souples. C'est-à-dire qu'elle a une rétraction capsulaire postérieure qui est figée. Elle va rester comme ça tout le temps. Regardez comment elle marche, la pauvre. Elle est en flessum, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle est en schéma postérieur. Elle marche parce qu'elle contracte ses ischio-jambiers et ses mollets, mais pas parce qu'elle a un quadriceps. Et là, c'est ce que je dis, c'est un test très facile. Dans les escaliers, on voit bien que cette pauvre femme, elle n'a plus du tout de quadriceps. Regardez, elle ne tient pas, c'est-à-dire que son quadriceps ne marche plus. Donc, cette pauvre femme, elle a eu 2 arthrolyses, c'est-à-dire que les chirurgiens ne sont pas idiots. Ils sont allés, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont libéré cette capsule, redonné l'extension. Donc, sous anesthésie, c'est une chirurgie délicate, je vous l'ai dit, on retrouve l'extension, on est très content, on la revoit 3 mois après, exactement le même schéma. On se dit, mais ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le mécanisme n'est pas compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant chez ces patients? On les envoie 1 mois à Hauteville, où ils font du biofeedback, je vous ai montré. On réveille le quadriceps, même s'ils n'arrivent pas à étendre. On fait ensuite l'arthrolyse et on les renvoie à Hauteville pour finaliser le travail. Et regardez, cette femme, 3 mois après, elle revient dans mon cabinet. Je peux vous dire qu'après 3 ans, elle pense que je suis son héros. Voilà, elle a retrouvé une marche normale. Enfin, dernière chose, parce que ça c'est extraordinaire, c'est une patiente, c'est incroyable. 5 ans avant, elle a 17 ans, elle s'est fait une entorse du genou, je ne sais pas bien ce qu'elle a eu. Elle a fait 5 ans de kiné. Et les parents viennent parce qu'ils me disent, on a vu 20 chirurgiens, tous les avis divergent, opéré, pas opéré, la rotule, le fémur, tout y passe. Et on ne comprend pas. Et la première chose qui est extraordinaire, elle a fait 5 ans de kiné, c'est quand on la met sur la table, elle a un défaut d'extension et on voit que son vaste, il ne marche pas bien. 5 ans de kiné. On la met sur le ventre, on libère très rapidement elle retrouve l'extension.
Et mes fellows se font bluffer, c'est-à-dire qu'ils disent « Ouais, c'est très simple, je ne comprends pas, ça fait 5 ans, mais qu'est-ce qui se passe ?» Au bout de 3 minutes, la gamine, elle contracte, elle a l'extension, elle marche très bien. Et je leur dis « Regardez les gamins, vous allez vous faire piéger. Regardez son talon droit. » Donc elle marche, on vient de libérer ses ischios, réveiller son quadriceps, regardez, tout va bien. Et regardez ce qui se passe, regardez, progressivement, regardez son talon. Regardez comme c'est extraordinaire. Regardez son talon. Elle va décoller progressivement. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit. Son cerveau est en schéma et en chaîne postérieure. C'est-à-dire que cette gamine, elle marche parce que son quadriceps n'est plus efficace. Elle marche avec une contracture des ischio-jambiers et une contracture du mollet. Regardez son mollet, son talon. Et donc cette gamine, on se dit, mais on est très fort. Au bout de 2 minutes, on la réduit. On la remet. Au bout de 10 pas, regardez, elle se remet dans son schéma de marche. Son cortex frontal ne marche plus parce qu'elle a une inhibition permanente de son quadriceps. Et alors, c'est bluffant et c'est désespérant. Cette gamine, elle a fait 15 jours à Hauteville où ils ont fait du biofeedback. Regardez, ils lui ont appris à contracter son vas, c'est-à-dire à lever son talon. 15 jours. 15 jours. Regardez 3 mois après. 3 mois après, c'est fini. Cette gamine, elle a failli se faire opérer d'une ostéotomie fémorale. Ils ont failli toucher sa rotule. Ils ont failli faire des tas de trucs. Il suffisait de remettre le schéma en marche pour qu'elle puisse récupérer complètement. En conclusion, l'AMI, on a confirmé avec notre étude IRM fonctionnelle que c'est un mécanisme réflexe central qui est très fréquent, plus de 50% des patients, à l'origine du flessum antalgique, c'est-à-dire ce flessum dont insistait Pierre Chamba en 99. Ça y est, nous avons compris, ça vient de là-haut. La compréhension doit nous aider à tous dans la prise en charge quotidienne. Je vous ai vu qu'il y a une incidence sur les kinés, les médecins du sport et les chirurgiens. Et pour ça, c'est très simple. C'est une évaluation clinique. On n'a pas besoin d'IRM, on n'a pas besoin d'examen. Il suffit d'observer comme il faut les gens. La rééducation est extrêmement importante après l'entorse pour essayer de réduire ce mécanisme, ce qui facilitera la prise en charge chirurgicale et évitera les complications. La conclusion, c'est que le préconditionnement vis-à-vis de ce mécanisme réflexe, ça semble être la clé pour le succès de la prise en charge thérapeutique de nos patients qui ont besoin d'une chirurgie. Merci pour tous. Bien, donc Bertrand, après délibération du jury, nous avons décidé à l'unanimité de te décerner le titre de docteur en sciences. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tu es docteur en sciences. Tu as toutes nos félicitations pour la qualité de ton travail, également toutes nos félicitations pour ton parcours professionnel auquel tu as adossé un parcours scientifique de très haut niveau. Donc encore bravo et puis maintenant profite. Voilà.